BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct pour une édition un peu spéciale au Salon de l'Agriculture, point de cristallisation de toutes les tensions du monde agricole. Le président a promis un prix plancher aux producteurs et d'inscrire l'agriculture comme intérêt général majeur dans la loi. La France a perdu 100 000 agriculteurs en 10 ans, il en reste 400 000. Il faut donc de la relève et quelle garantie pour la souveraineté alimentaire. On en parle dans un instant avec mes invités, Michel Biérot, président de Lidl France, Nicolas Chaban, fondateur de la marque du consommateur C'est qui le patron, et notre expert Jean-Marc Ménien. On retrouve tout de suite notre premier invité, Michel Biérot. Focus Retail, l'interview. Michel Biérot, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir sur votre stand ici au Salon de l'Agriculture. Avec grand plaisir. À mes côtés également Jean-Marc Ménien, notre analyste du retail. Alors ça fait 9 années consécutives que vous venez ici. C'est ça. Et cette année encore, vous êtes le seul distributeur présent. Comment expliquer l'absence de vos concurrents ? Je ne sais pas, je vous laisserai leur poser la question, mais en tout cas nous on est très très fiers d'être ici. Ça fait 9 ans, comme vous le dites, 9 années consécutives, et cette année c'est une année particulière dans plusieurs sens. C'est le 60e anniversaire du Salon international de l'agriculture, et c'est un 60e anniversaire un petit peu mouvementé, un petit peu troublé. Et encore vous êtes gentil. Ouais, il y a eu beaucoup de tensions pas loin de notre stand. Nous on n'a pas été concernés, pas du tout, mais j'avoue que c'était une année particulière. C'est une année particulière. C'est vrai que c'est une année particulière. Alors votre stand, il est animé par des salariés ambassadeurs. Oui. Ce sont des agriculteurs avec qui vous avez des contrats. Expliquez-nous. Alors, en fait, l'objectif de ce stand, qui est assez imposant quand même, et je m'en suis jamais caché, c'est de faire de la com. On fait de la com externe. Donc on accueille des centaines de milliers de visiteurs à qui on donne du lait, à qui on donne du faux filet, à qui on donne de la charcuterie, du fromage. Et donc ça, c'est pour promouvoir toutes les belles choses, tous les engagements qu'on fait avec le monde agricole depuis 10 ans maintenant. C'est une com interne, et vous l'avez dit, c'est 100 salariés qui se relaient pendant les 9 jours et qui tiennent le stand et qui distribuent tous ces produits aux consommateurs qui viennent, aux visiteurs qui viennent. Et comment on fait ? En fait, on a 25 directions régionales en France, et en fait, on fait un petit jeu concours. Il y a des milliers de personnes qui s'inscrivent, et chaque année, on tire au sort 4 personnes par direction régionale. On les loge, on leur paye le transport. Ils ont un planning, c'est comme au travail. Ils ont un planning, ils viennent, ils coupent. Alors, c'est une piqûre d'adrénaline et de motivation qui est juste incroyable. Enfin, vous les entendez chanter, vous les entendez crier, donc c'est top. Il y a des caméras, des appareils photos qui font des time-lapse, qui font des vidéos. Et donc, on crée du contenu qu'on envoie ensuite aux directions régionales pour faire vivre cette ambiance de dingue du salon pendant des mois et des mois dans les régions de France, dans les Lidl. C'est courageux. On parlait des autres distributeurs tout à l'heure qui ne viennent pas. Alors souvent c'est pour des raisons financières. Je veux dire, c'est courageux parce que vous venez vous affronter réellement avec le cœur du métier, le cœur de la filière. C'était l'idée de départ. Effectivement, en 2014, on avait des millions d'euros de dégâts dans nos magasins. Et déjà, ça fait des décennies. La colère, elle date pas de la semaine dernière. Et déjà en 2014, en 2010, la crise laitière, enfin, il y a eu plein de choses. Et je me suis dit, mais pourquoi dépenser des millions d'euros pour réparer la colère des agriculteurs? Et on a eu cette idée folle de dire, allez, on va les rencontrer sur la plus grande ferme de France, le Salon de l'Agriculture. On s'est installé la première année, 2 gardes du corps, parce que c'était chaud, qu'on se le dise. Les éleveurs voulaient en venir aux mains. Et on a dit, non, discutons d'abord. Si après on n'est pas d'accord, on peut se taper, mais c'est pas nécessaire tout de suite. Et du coup, on a lancé à ce moment-là les fameux contrats tripartites dans lesquels les éleveurs se retrouvent et surtout, vous voyez, ils sont là, ils sont autour de la table. Et 10 ans après ou 9 ans après, c'est les éleveurs avec les ambassadeurs Lidl qui tiennent le stand, qui distribuent leurs marchandises. Là, on vient de signer un renouvellement de contrat tripartite sur de la normande. Bref, chaque année, on renouvelle les contrats, on essaye d'en développer d'autres, d'inciter les industriels à s'impliquer dans ces contrats tripartites. Et si on n'arrive pas plus loin, pourquoi pas inciter le législateur à les inscrire dans la loi. Alors justement, vous faites des propositions depuis 5 ans, parmi lesquelles l'intégration dans la loi Egalim d'un prix minimum garanti aux producteurs. Emmanuel Macron, on semble que cette attente a été entendue par les agriculteurs, car Emmanuel Macron a annoncé un prix plancher aux producteurs. Est-ce que c'est la même chose que ce que vous souhaitez depuis 5 ans ?
Alors, je n'étais pas dans le bureau d'Emmanuel Macron, j'étais dans celui du Premier ministre. Effectivement, on a reparlé de ces amendements qu'on avait poussés par des parlementaires en 2018 pour Egalim 1, qui n'avaient bien évidemment pas été retenus. Il y avait 3 amendements. Un des amendements, c'était le prix minimum garanti pour un éleveur. C'était l'interdiction des promotions sur 1 litre de lait, 1 kilo de porc, hein, par exemple, et pourquoi pas à titre expérimental. Et le 3e, c'était la mise en place d'un prix minimum de vente pour un distributeur. Pardon. Si tout le monde vend du lait à 1 euro, croyez-moi, on n'en vendra pas 1 litre de moins. Le prix minimum, moi je l'ai exprimé différemment au Premier ministre. Monsieur Macron a poussé ce prix plancher. Il faut faire attention, ça cristallise tout le monde. Le prix plancher peut vite devenir un prix plafond. Moi je dis une chose simple, avec plein de bon sens. Un industriel qui achète à un éleveur n'a pas le droit de me revendre à perte. C'est la loi. Un distributeur qui achète à l'industriel n'a pas le droit de revendre à perte à un consommateur. C'est la loi. Pourquoi, en France, les éleveurs ont le droit de vendre à perte? Donc mettons en place une interdiction de revente à perte pour les éleveurs. Mettons en place un prix de référence en dessous duquel un éleveur n'a pas le droit de vendre. Enfin, je ne sais pas, il faut juste essayer de trouver des idées, de réfléchir ensemble, mais il faut le faire collectivement. Et tous ceux qui me critiquent, qui me trouvent des idées. Oui, mais est-ce qu'on peut proposer ça réellement dans une concurrence affûtée telle qu'on la connaît? On est quand même dans un marché unique. Si on vend 1 litre de lait à 1 euro, le producteur polonais le vend à 50 centimes, le consommateur va quand même privilégier le meilleur rapport qualité-prix. Alors je ne suis pas d'accord parce que je fais des contrats tripartites depuis 8 ans maintenant. Les éleveurs sont là, ils sont très satisfaits du prix que je les paye, d'accord, ou que l'industriel les paye. Le consommateur, il est content parce que j'ai mangé sur ma marge. Je veux dire, on n'a pas 3 produits dans un magasin. Alors moi, j'en ai le moins. Lidl, on en a 2500, mais mes concurrents en ont 45 000. Et il faut arrêter de croire qu'ils vivent d'amour et d'eau fraîche. Enfin, on doit tous dégager une marge, on doit tous dégager un bénéfice. Mais je démontre sur quelques références, ce n'est pas l'intégralité de nos magasins. Si sur une crème Q10 pour la peau anti-rides, on marche bien, tant mieux pour nous et tant mieux pour tout le monde. Et ça n'embêtera pas les éleveurs. Et qu'on négocie durement avec l'industriel, c'est pas grave. Mais je parle, encore une fois, les 3 élevages les plus en difficulté aujourd'hui, c'est le lait, le porc et le bœuf. Après, on peut parler de certains viticulteurs. Mais si on fait un effort tous dans la même direction, je le démontre, on peut préserver le pouvoir d'achat des Français tout en rémunérant correctement. Ça s'appelle le partage de la valeur et tout le monde peut vivre de son métier. C'est tout ce que je défends, quoi. Est-ce que justement Lidl serait prêt dans certaines catégories de produits à afficher le produit, y compris le prix acheté au producteur en magasin ou pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est des réflexions que nous avons. Mais vous voyez, je le répète souvent, c'est vrai que les Français sont tous prêts à dépenser 3 euros pour un litre de soda très connu. Et vous me dites qu'ils ne sont pas prêts à dépenser 1 euro pour un litre de lait. C'est pas cohérent, quoi. Alors que derrière un litre de lait, il y a un éleveur qui travaille 70 heures par semaine et qui veut juste, encore une fois, c'est ce que j'ai dit au Premier ministre, les gars, ils ne veulent pas d'aide, ils ne veulent pas vivre d'aide. Ils veulent juste vivre de leur métier, comme vous et moi. Donc faisons en sorte qu'ils vivent de leur métier et arrêtons d'inventer des lois sparadrap pour couvrir une loi toute puissante, et ça on n'en parle pas assez, qui est la loi de modernisation de l'économie. Tout le monde me prend pour un fou quand je parle de ça. C'est peut-être parce que tous les autres, ils se complaisent dans cette loi, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. 70% de l'agroalimentaire en France est régi par une seule et unique loi toute puissante qui est la LME. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on peut mettre Egalim 25 derrière. Et vous souhaitez sa suppression d'ailleurs? Sa suppression ou du moins son aménagement ou une refonte ou une réforme profonde. Cette exception franco-française, elle est à la base de tous les mots actuels. Vous avez amené le pavé de 400 pages oui, lors je l'ai amené, je l'ai là pour le montrer. Exactement, je l'ai amené et c'est la réalité. On est le seul pays au monde où il y a cette LME. 400 pages. Il faut 15 juristes pour les pondre, les 400 pages. Enfin, on marche sur la tête alors qu'on est des commerçants. On doit créer des partenariats. Et donc cette loi, elle a créé pour moi de l'opacité. Et pour moi, vous l'avez dit, c'est le mal aujourd'hui du monde agricole. C'est ce qui a apporté tous les maux, quoi.
Et justement, est-ce que vous pensez quand même, si cette loi est centrale pour les distributeurs en général, parce que la législation ne peut peut-être pas faire d'exception entre Lidl et les autres distributeurs, est-ce que vous pensez que vous pouvez défendre un intérêt commun avec les autres distributeurs dans le cadre d'un seuil minimum ou ce genre de choses? J'ai un discours très différent dans le sens où je suis atypique. Notre modèle est atypique. On a 90% de marques de distributeurs qui ne sont pas soumis à la LME, qui par contre sont soumis à Egalim, qu'on soit clair, parce qu'il y a quand même des gens qui disent que les MDD ne sont pas soumis à Egalim. Bien sûr que si, on respecte à 100% Egalim, et d'ailleurs je ne suis pas concerné dans les distributeurs qui sont sanctionnés, je ne suis absolument pas concerné. Donc oui, pour moi c'est plus facile de crier sur vous, de taper sur LME, parce que j'ai que 10% de marques, mais les marques, pourquoi dans les autres pays, on est européen? Tous les pays d'Europe où Lidl est présent, on est présent dans 33 pays, ils se tordent de rire quand je leur explique comment je dois négocier les marques nationales. Donc est-ce qu'on est plus bête que toute l'Europe? Je ne sais pas, mais pourquoi nous on doit avoir une... Et alors après qu'on m'explique pourquoi les produits de marque nationale en France sont 15% plus chers que partout ailleurs en Europe. LME. C'est vrai que vous êtes touché par cette crise, mais certes moins que vos concurrents, parce que votre assortiment est 80% de marques de distributeurs. J'ai quand même une dernière question. La crise actuelle, pour vous, est-ce qu'elle est annonciatrice d'une démondialisation des échanges agricoles? Est-ce que le monde du commerce est en train de se fracturer? Je ne sais pas si on peut parler de démondialisation, mais moi je suis européen, pardon. Je comprends que le monde agricole, les industriels, tout le monde a peur de dire si on devient trop patriote un jour, est-ce qu'il y aura... Mais parlons peut-être, le président l'a évoqué, est-ce que c'est la bonne solution ou pas? Moi j'en parle avec des eurodéputés, est-ce qu'il ne faut pas parler d'un Egalim européen? Parce qu'aujourd'hui, là où le monde agricole européen est unanime, c'est le prix. Tous ont un problème de prix, tous ont un problème de revenus. Donc peut-être faut-il parler d'un Egalim européen. Mais en tout cas, moi je suis français, fier de l'être, et je vais toujours pousser les produits français. Et le consommateur, alors oui, il est parfois, et je le dis, je suis méchant avec le consommateur, il est parfois bipolaire. Là, ils sont tous patriotes. Pendant la crise, là, ah ouais, il faut acheter français. Je crois que c'est BFM Business qui a fait un sondage où je ne sais pas, qui disait 87% des Français sont prêts à payer un peu plus cher pour aider le monde agricole. Je vous garantis, ça va durer 3 semaines. Dans 3 semaines, ils vont de nouveau aller sur le prix. Et pourtant, en conclusion, je crois savoir que vous êtes l'enseigne préférée des Français sur les catégories, par exemple, fruits et légumes. C'est vrai, parce qu'on est le plus gros vendeur de fruits et légumes en France. Mais pourquoi? Parce que, et là, je ne sais plus lequel l'a dit, les intermédiaires. Dans le fruits et légumes, il n'y a pas d'intermédiaire. Je suis en direct avec la production, ça se passe, vous pouvez tous les demander, ça se passe formidablement bien. On commande que du camion complet, ils nous facturent, on paye, on planifie sur 12 mois, enfin, c'est facile. C'est transparent, c'est limpide, ça fonctionne bien, tout le monde gagne sa vie, donc c'est possible. Dernière question, peut-être. J'ai dit que c'était la dernière question, mais j'en ai encore une. Comment vous allez pouvoir appliquer les prix planchers pour votre gamme premier prix que vous allez lancer? Très bonne question. Alors moi, je me suis battu pendant des années. J'ai même offert un t-shirt au président de la République Macron pour dire les vaches premier prix n'existent pas. Je l'ai fait et je peux vous montrer la photo. Mais je me suis battu pendant 5 ans, mais je m'appelle Lidl, je ne m'appelle pas Monoprix. À un moment donné, je leur ai dit, les gars, je ne tiendrai pas. Donc oui, j'ai référencé du lait à 84 centimes, à regret. Et je me suis engagé, je l'arrête demain matin, si les premiers prix sortent de chez mes concurrents. Je me suis engagé, je le ferai, il n'y a aucun problème. Voilà, et je continue à militer pour un litre de lait à 1 €. Voilà, donc l'objectif, c'est de concurrencer les produits EcoPlus de Leclerc. Bien évidemment. Merci beaucoup, Michel Biérot, d'avoir accepté cette interview. Tout de suite, le Focus de Jean-Marc Ménia. Focus Retail, le Focus. Alors Jean-Marc, on a retrouvé ici l'ambiance habituelle, conviviale du Salon de l'Agriculture. C'est vrai que ce n'était pas la même chose il y a quelques jours. L'atmosphère était beaucoup plus électrique entre manifestations huées contre le président. Le chef de l'État qui a promis un prix plancher aux producteurs. Mais pourquoi garantir
Un revenu correct aux agriculteurs, c'est aussi complexe. Alors, il faut reprendre un petit peu en amont. Effectivement, pour des experts de retail comme je suis, c'est effectivement très complexe, compliqué, parce que c'est une histoire de négociation. Et par contre, nous, effectivement, la finalité ultime, et on trouvera que cette crise sera résolue le jour où, effectivement, en affichage magasin, on pourra aussi voir, par exemple, le prix acheté au producteur, ce qui existe déjà dans certains réseaux. Alors oui, pour moi, c'est plutôt une bataille entre intermédiaires, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas non plus on va dire remonter en amont sur l'agriculteur. Bien entendu, on ne va pas pouvoir, c'est complètement illusoire de pouvoir acheter moins cher. Et en aval, le consommateur, compte tenu de la crise inflationniste actuelle, on ne va pas pouvoir lui vendre plus cher. Donc clairement, ce sont ces deux intermédiaires, industriels et distributeurs, qui doivent un peu se mettre d'accord pour avoir plus de transparence. Et si on veut un prix du lait fixe, comme on le propose dans le prix plancher, on va en parler, bien entendu, il faut que ces gens-là se parlent. Alors ces prix planchers, c'est réaliste ou est-ce un miroir aux alouettes ? C'est un peu un effet d'annonce, on va dire. Alors d'abord, ça a surpris tout le monde parce que c'était pas du tout attendu, ni par les industriels, les marques, etc. Alors il y a plusieurs inconvénients, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce prix plancher ? Et si je reprends effectivement ces intérêts antagonistes entre industriels et distributeurs, comment est-ce qu'on va se mettre d'accord sur un prix plancher ? Qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? Est-ce qu'on met la logistique, pas la logistique ? Est-ce qu'on tient compte de la météo et autres ? Et par rapport à l'urgence de la réponse que demandent les agriculteurs, il est certain que ce sera un peu compliqué. Donc on est dans l'effet d'annonce. Ça a le mérite de faire réfléchir tout le monde et de faire avancer tout le monde. Néanmoins, à voir. Et on parle aussi d'interdire la vente à perte. Est-ce que ça permettrait de garantir un minimum de revenus ? Personnellement, je ne pense pas. D'abord, je pense que c'est un faux sujet. D'abord, ce qui est interdit en France, c'est la revente à perte. Donc un distributeur n'a pas le droit de revendre 90 centimes, quelque chose qu'il achète 1 euro à l'industriel. Par contre, le producteur, lui, peut faire tous les prix qu'il veut. Alors les marques l'utilisent certaines fois, par exemple, pour faire du dumping concurrentiel. Donc ils perdent de l'argent en vendant leurs propres produits. Mais bien entendu, ce n'est pas du tout l'intérêt de l'agriculteur. Pourquoi est-ce que l'agriculteur vend à perte ? C'est parce qu'il se retrouve en fin de négociation. Et bien souvent, alors que les prix ont déjà été négociés en distribution, et donc c'est complètement illusoire que ça lui ferait plaisir. Bon, et interdire la revente à perte sur là encore quelque chose qui ne se ferait pas naturellement, c'est rajouter un contrôle, c'est rajouter des sanctions, alors qu'on a bien vu effectivement que c'est le principal reproche que font les agriculteurs au gouvernement. Alors quelle issue ? Est-ce qu'il y a une solution à tout ça ? Oui, tout le monde parle de l'opacité, par exemple d'une très bonne loi, Egalim. Tout le monde dit qu'effectivement, Egalim, il ne faut pas l'enterrer, il faut aller plus loin, il faut du courage, parce que je pense qu'effectivement, ces intermédiaires vont devoir abandonner de la marge, certainement au profit de l'autre, mais bien entendu, tout ça dans l'intérêt de notre patrimoine national, des agriculteurs et de l'agriculture française. Voilà, donc réduire les marges et ne pas dire « ce n'est pas moi, c'est lui ». C'est pas moi, c'est l'autre. Il faut, je pense que le temps est passé, on est à la fin d'un cycle. On retrouve tout de suite notre deuxième invité, Nicolas Chaban, fondateur de C'est qui le patron ? Focus Retail, l'interview. Nicolas Chaban, bonjour. Bonjour. Vous participez pour la deuxième fois au Salon de l'Agriculture. Ouais. Votre stand, il est tenu par des producteurs et des consommateurs. Alors l'histoire de la coopérative C'est qui le patron, marque du consommateur, est née en 2016, en pleine crise du lait, déjà des problèmes du prix du lait. Et donc c'est là qu'est née l'idée de créer cette marque alimentaire responsable qui respecte à la fois le producteur et le consommateur. Mais dites-moi, c'est qui le patron dans tout ça ? Alors, le patron, c'est vraiment, vous parlez de mon stand, mais notre stand. On est une coopérative. On est 14 000 dans la coopérative. Beaucoup de gens partout en France qui veulent aider les producteurs. On n'oublie jamais tous les jours qu'ils nous nourrissent. Ils nourrissent nos enfants. Et on est devenu en 7 ans 16 millions d'acheteurs. C'est-à-dire un Français sur 4 qui a décidé que si les centimes parviennent bien jusqu'au producteur, alors on est prêt à faire de cette brique de lait la brique de lait la plus vendue de France. Donc il y a une très belle histoire collective. Et merci pour les producteurs et merci à ceux qui les aident. Alors, brique de lait plus vendue de France, hors MDD, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Cette crise du monde agricole, vous la sentiez venir, vous ? Nous, on la ressent depuis quasiment le départ. C'est pour ça que c'est né l'histoire. En 2016, les gens n'arrivaient pas à vivre de leur métier, ils perdaient 120 € par jour. C'était déjà une réalité. Et là, depuis 3 ans, on a plusieurs fois appelé le président Macron, la première ministre, le Premier ministre, à vraiment faire une espèce de cause nationale, parce qu'il nous apparaissait comme impossible le fait que ça dure. Vous gagnez 300 € par jour, par mois, vous voyez, vous travaillez 7 jours sur 7,
vous n'avez pas de vacances, vos enfants vous voient dans une vie difficile. Comment la future génération reprend? Donc on était en train de préparer une catastrophe nationale. C'est pas réparé, mais au moins on le sait. Voilà, le mur est monté. On ne peut pas ignorer que les producteurs en France ne vivent pas de leur métier. Alors justement, vous co-construisez des produits avec les producteurs pour les aider donc à vivre de leur travail. 30 produits équitables ont été créés. Quelles sont les garanties pour le producteur? Alors les garanties, elle est très bien votre question. La garantie la plus simple, c'est de demander au producteur quel prix tu dois être payé sur un litre de lait pour qu'on ait le droit de marquer ce lait rémunère au juste prix son producteur. À partir du moment où c'est le producteur qui répond, la garantie est totale. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a fait en sorte que tout le monde puisse aller vérifier chez les producteurs, les yeux dans les yeux, est-ce que vraiment vous recevez ces centimes? Est-ce que votre vie change? Et c'est comme ça que là, ça a évolué au fil des années. Ils nous ont demandé 54 centimes par litre. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en France, pour qu'un producteur de lait vive, parte une semaine de vacances, une semaine en vacances chaque année, il faut 54 centimes par litre. Chaque centime en dessous de ce prix, c'est 5 à 7 000 euros de moins pour lui par an, pour vous donner une idée. Alors j'aimerais qu'on revienne à votre dernière actualité. Vous venez de sortir une nouvelle étiquette solidaire de couleur verte sur laquelle on peut lire « Je rémunère au juste prix mon producteur », vérifié par les consos, donc les consommateurs. Vous deviez annoncer cette nouveauté au salon le 2 mars, mais finalement il semblerait que c'est déjà en marche. Un premier grand distributeur donc a accepté d'utiliser cette étiquette. De qui s'agit-il? Alors, le producteur qui historiquement a permis la naissance de cette marque de consommateur, c'est Carrefour. Carrefour a vu l'étiquette, c'est vrai qu'on devait l'annoncer un peu plus tard. On a eu tellement de demandes à la suite d'un appel national que les producteurs ont dit chaque jour compte. Nous, on n'a plus de trésorerie, on n'a plus de quoi nous nourrir nos enfants, donc chaque jour comptait. Et si vous me permettez de vous confier la brique, je vais vous montrer les petites étiquettes. Voilà, elles sont là. Vous allez comprendre très simplement. On est parti de C'est qui le patron et on a fait une étiquette qui signale « Je rémunère au juste prix mon producteur ». L'originalité, c'est quoi? C'est qu'une seule personne est habilitée à mettre cette étiquette sur ses pommes, c'est le producteur. C'est-à-dire que c'est lui qui va décider, quand il est bien rémunéré, qu'il le signale au consommateur. À partir de là, nous, consommateurs, dans les rayons, on aura cette certitude, comme pour C'est qui le patron, que le producteur est derrière, qu'en son âme et conscience, s'il a mis l'étiquette, c'était pour une bonne raison. Donc ça, c'est gratuit, les producteurs peuvent la demander, on encadre évidemment, et l'originalité, rapidement, c'est que en région, les consommateurs vont aller voir le producteur de pommes, en lui disant, bah, écoute, je suis un consommateur local, je suis près de chez toi, si un magasin a besoin d'une caution, on est là. Alors, donc ça crée une sentinelle pour les producteurs. Je comprends très bien cette étiquette pour les 30 produits équitables que vous avez créés, avec lesquels vous êtes entendu sur le prix du producteur. Mais comment c'est pensé par Carrefour? Parce que vous êtes l'instigateur de cette étiquette et lui, ensuite, il certifie sur un produit un revenu juste au producteur. Comment le consommateur il peut être sûr c'est là où c'est génial parce que c'est vrai qu'un distributeur... Si le distributeur est malhonnête. Voilà, alors regardez ce qui se passe et merci pour la question. Voilà comment ça se passe et il n'y a plus aucun... Il y a une transparence qu'il n'y a jamais eu. Les consommateurs locaux, on est 16 millions. On va voir un producteur local. Il y a un magasin Carrefour juste à côté. Nous, on est avec le producteur. Ça veut dire que le producteur, il a des alliés, on l'épaule. Quand il va vendre avec l'étiquette au magasin, s'il y a le moins de problème avec le magasin, si quelque chose n'est pas respecté, c'est pas le producteur qui va appeler le chef de rayon, le directeur, c'est le consommateur en disant « Écoutez, on est venu pour épauler ce producteur local, on a envie de produits solidaires. Il y a un petit problème, est-ce que vous pouvez nous expliquer ?» Donc vous voyez, et ça arrive quasiment jamais parce que les Carrefour et les magasins sont soucieux évidemment d'une harmonie avec les consommateurs. Donc c'est une façon de refaire ce lien. Ce qui va sauver les producteurs en France, c'est d'être très proche des consommateurs. On a un enjeu commun. Ils nous nourrissent, il faut qu'ils puissent continuer de le faire. Donc on a des destins finalement mélangés. Alors une dernière question. J'ai reçu dans cette émission il y a quelques semaines le patron d'Ecomiam qui a lancé une initiative intéressante, une étiquette pour les produits surgelés sur laquelle on pouvait lire la part versée aux producteurs, aux vendeurs et la TVA versée à l'État. Pourquoi ce ne serait pas possible pour vos produits équitables que vous proposez? On en rêve, mais je vais regarder de près le cas que vous citez parce que la loi nous l'interdit formellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de révéler la marge
notamment d'un acteur comme la laiterie. Je vous donne un exemple. On met au jour toutes les marges. On est d'ailleurs dans l'interdiction de le savoir. La laiterie apparaît avec une marge, je dis n'importe quoi, à 19%. Un client va appeler la laiterie en disant « Mais attendez, pourquoi est-ce que moi j'ai 20% alors que j'apprends que tu fais… » Voilà. Et donc, cette transparence empêcherait la forme très libérale de nos échanges depuis longtemps. Et donc, la loi européenne interdit ça. Alors, il y a des petits aménagements possibles, mais nous, on n'a qu'un rêve. C'est de pouvoir dire clairement, alors on l'a fait sur le site, on a regroupé les marges. Là, vous savez que 54 centimes vont au producteur. Vous savez où chaque centime demandé par la laiterie va. C'est-à-dire qu'il y a eu 28 centimes de plus sur cette brique de lait. On peut le dire, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens et de marques qui puissent le faire. Il y a 13 centimes qui sont allés à la laiterie, 15 centimes au producteur. Pas un centime pour l'initiative, on n'en avait pas besoin, et pas un centime pour le distributeur qui a fait un effort. Donc cette transparence, elle va aussi aider le producteur. Merci Nicolas Chaban. Et donc cette initiative, cette nouvelle étiquette verte qu'on retrouvera dans les magasins Carrefour prochainement. Tout de suite, le chiffre de la semaine. Focus Retail, le chiffre de la semaine. Alors Jean-Marc, le chiffre cette semaine, c'est 73,1%. Oui, 73,1% des fruits et légumes non bio vendus dans les rayons de nos magasins et sur les marchés de France sont concernés par la présence d'au moins un résidu de pesticides. Et on voit sur certaines catégories de fruits et légumes, les cerises par exemple, ce taux monte à 94%, ce qui est effectivement très inquiétant pour notre santé. Sachant qu'en plus, sur les fruits et légumes, on importe seulement 8%, donc c'est clairement un problème franco-français. Alors ce taux est mesuré régulièrement par l'État pour un taux de présence de résidus de pesticides dont on ne connaît pas tout à fait le taux, mais en tout cas il est surveillé de manière régulière. Et là en fait ce chiffre-là est donné par une ONG qui a mesuré pendant 5 ans pour faire un état des lieux sur les fruits et légumes non bio. Pendant 5 ans, Génération Future. Tout à fait, ONG Génération Future, qui a collecté tous les résultats faits par les administrations, qui les a compilés sur 5 ans pour voir ces taux qui effectivement sont un petit peu inquiétants pour notre santé. C'est vrai que c'est inquiétant pour les consommateurs, surtout après la mise en pause du plan Éco-Phyto. Et ça, on aura certainement l'occasion d'en reparler dans l'émission. Merci beaucoup Jean-Marc. Avec plaisir. Et pour le mot de la fin, j'aimerais préciser que 25% des exploitants vivent sous le seuil de pauvreté. Cela alors que l'alimentation en France est sensiblement plus chère que dans le reste de l'Europe. La marge nette globale des distributeurs est de 2%, elle aussi inférieure à celle des voisins européens. Alors pendant cette tension actuelle et des investissements prévus pour la transition écologique, peut-être est-il enfin temps de mettre fin à la fameuse phrase « ce n'est pas moi, c'est lui » à méditer. Je vous retrouve la semaine prochaine, cette fois-ci, sur les plateaux de BFM Business.